Donc on s'est quitté vendredi sur l'ATP synthase, donc ce gros complexe protéique, qui permet de générer de l'ATP à partir d'ADP plus PI. Donc le système, on est là sur un couplage osmochimique avec un gradient de proton qui va permettre de faire tourner cette sous-unité gamma. Vous allez avoir cette sous-unité gamma qui va tourner d'un tiers de tour à chaque fois que vous avez en moyenne 3 protons à traverser justement l'ATP synthase et donc la membrane, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et donc à chaque tour, vous avez ainsi une des sous-unités bêta qui va se retrouver avec une des faces de la sous-unité gamma, ce qui va entraîner un changement de conformation, et du coup à chaque tour, vous avez une des sous-unités qui va libérer de l'ATP. Ça donne quelque chose comme ça. On peut le faire étape par étape. Et donc, ici, l'ATP a été formé sur la droite et va pouvoir du coup être libéré. Alors, je passe ces diapositives là qui sont un peu complexes. Alors en fait, l'ATP synthase, on l'a retrouvé un peu enfin un peu partout dans le vivant. Elle a ce côté très universel, ce qui montre certainement qu'elle a une origine très ancienne. Et de nombreuses voies métaboliques, du coup, amènent à la production de cette ATP synthase. Alors notamment au cours de la photosynthèse. Vous avez ici à gauche, du coup, donc les thylakoïdes à l'intérieur d'un chloroplaste, et au sein de ces thylakoïdes, au sein des membranes des thylakoïdes, vous avez de l'ATP synthase telle qu'on a pu la représenter sur votre schéma bilan global. Donc elles sont produites ici. Alors ça peut être d'ailleurs au sein de thylakoïdes de cyanobactéries, puisqu'elles ont elles aussi ces compartiments intramembranaires, ce qui est relativement rare pour des eubactéries. Alors une petite particularité de l'ATP qui va être produit au sein du chloroplaste, c'est que tout l'ATP qui est produit en chloroplaste va uniquement être utilisé pour les travaux du chloroplaste. À savoir notamment faire tourner le cycle de Calvin et permettre l'autotrophie au carbone. Alors si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec le cycle de Calvin, c'est pas très grave, on va le voir un peu plus en détail plus tard. Ça peut être aussi dans le cadre de l'autotrophie à l'azote qu'on sera bien à voir également, où cette autotrophie à l'azote, ou transformer par exemple de l'azote complètement oxydé, des nitrates, en azote organique, en acide aminé par exemple, ça va consommer ce type d'énergie-là, et donc l'ATP produit par la photosynthèse sera ainsi utilisé pour cela, et ne sera pas exporté dans la cellule, et ça c'est exporté dans le reste du cytoplasme. Et ça c'est important parce que il faut bien garder à l'esprit qu'au sein de ces cellules chlorophylliennes, l'ATP qui est utilisé donc dans le cytosol par exemple provient de la respiration et donc des mitochondries, comme au sein de nos propres cellules par exemple. Alors justement, on a une production d'ATP également au cours du catabolisme oxydatif. Donc on va parler de catabolisme pour l'histoire des voies de dégradation des molécules organiques et oxydatif à partir du moment où on a une phase d'oxydation au cours de ce catabolisme. Alors il peut y avoir déjà, on a vu une production d'ATP par transphosphorylation, au cours notamment des fermentations. D'accord ? S'il n'y a pas d'oxygène par exemple dans le milieu, c'est la seule voie possible, puisqu'il n'y a pas d'histoire de cycle de Krebs par exemple. Et donc on va avoir des réactions de transphosphorylation, où une molécule comme le PEP, par exemple dans la glycolyse, ou du coup on avait vu le 3PG, le 1,3-BPG va permettre donc le transfert d'un phosphate sur l'ADP, régénérant ainsi donc de l'ATP, ce qu'on appelle aussi la phosphorylation sur substrat. À la fin de la glycolyse, le pyruvate qui du coup n'est pas consommé, ne va pas rentrer dans la mitochondrie, va du coup être utilisé comme un déchet. Des électrons vont lui être rajoutés, permettant de régénérer ici le NAD+, indispensable pour continuer à faire la glycolyse. Et c'est ainsi que ce pyruvate va se retrouver donc réduit à former soit de l'éthanol, soit par exemple du lactate dans le cas de la fermentation lactique qui a lieu dans nos muscles. Alors qui a lieu dans nos muscles justement dans des situations de manque de dioxygène.
Alors, en ce qui concerne la respiration, donc c'est l'ensemble des voies qui vont permettre là une oxydation totale de la matière organique. Donc ça comprend la glycolyse au départ, puis il va y avoir l'étape du cycle de Krebs et enfin la chaîne de transport des électrons. Et bien au sein de cette respiration, la production d'ATP se fait majoritairement au niveau des ATP synthase. Vous avez ici un petit peu justement le bilan pour une mole de glucose, et on voit que la transphosphorylation produit certes un peu de glucose, on a 2 ici et 2 ici, mais que la majorité vient bien des ATP synthase. Par du coup formation, c'est de la formation du coup par couplage osmochimique. Et chez Nitrobacter, donc la fameuse bactérie nitratante, au final on a quelque chose de très similaire, elle respire. Elle aussi, c'est une respiration aérobie, comme vous voyez ici, puisqu'elle utilise le dioxygène comme accepteur final d'électrons. On verra ça un peu plus tard quand on s'intéressera aux chaînes de transport d'électrons. Mais avec donc du coup cette ATP synthase qui est présente également. Alors là par contre, dans ce qui concerne donc la respiration, la production d'ATP du coup via cette respiration, via ce catabolisme oxydatif total, si je puis dire, ces molécules ATP là vont servir vraiment pour l'ensemble des travaux cellulaires. Alors, s'ils sont, comme c'était le cas chez Nitrobacter, si cet ATP, je veux dire, est fabriqué du coup forcément directement ici au niveau du cytosol, il est directement disponible pour l'ensemble des travaux cellulaires. Dans le cas par contre des cellules eucaryotes, qu'elles soient d'ailleurs photosynthétiques ou pas, on a donc au sein des mitochondries genèse d'ATP via les ATP synthase, et cet ATP sera ensuite exporté par ce type de protéine qui est noté ici. Et cet export donc permettra aussi, on va se faire avec l'import d'ADP. On a ici du coup ce qu'on appelle un antipore, un transport actif secondaire. On peut se demander, mais qui apporte l'énergie d'ailleurs ici? Est-ce que c'est la sortie d'ATP? Pardon. Est-ce que c'est l'entrée d'ADP? Alors il faudra essayer de se rappeler du coup, notamment la DDP qui est au niveau de la membrane, où on a un intérieur chargé très négativement. D'accord? Donc ça peut pas être l'entrée d'ADP qui doit être favorisée, c'est la sortie d'ATP qui est favorisée, qui permet du coup également de faire entrer l'ADP. Donc qu'on soit dans le cas des plastes, des mitochondries ou des bactéries, nitratantes ou pas d'ailleurs, l'ATP est synthétisé quasiment exclusivement via ces fameuses ATP synthase qu'il faut du coup bien connaître, avec ce couplage osmochimique. Et donc j'ai déjà évoqué la très forte homologie qu'on a entre les ATP synthase, donc elles sont présentes partout, et puis si on va dans les séquences d'ADN qui permettent de les coder, on a cette très forte homologie, donc qui renforce véritablement l'idée d'une origine commune à ces 3 systèmes de conversion d'énergie, et donc d'une apparition a priori très ancienne. Alors la question qui se pose maintenant, c'est que cette formation d'ATP par ATP synthase, elle nécessite un gradient de protons. Et donc, d'où vient ce gradient de protons? Qu'on soit dans le cas des plastes, des mitochondries ou des bactéries, qu'est-ce qui permet de générer ce fameux gradient de protons? Et donc, c'est ce qui va nous intéresser au sein donc, du grand 3 ensuite.